très efficace. Vous avez la science entre vous-mêmes, vous avez le guide, le travail très bien fait pour votre plaisir. Allez, nous allons montrer le professeur en son bureau et je pense qu'il est là, pas de bruit, le professeur est là, il travaille, il va nous recevoir dans son bureau. Et puis, voilà, il est là avec nous, c'est le professeur d'enseignement. Nous sommes contents, professeur, merci pour cet accueil. Je vous remercie. Donc, allez, qu'est-ce que je fais là? Oui, non, en fait, voilà. La sécurité, ça ne vous dérange pas que je m'assoie. Voilà, merci à ceux qui sont là avec nous, ceux qui sont là avec nous. Avec nous, je rappelle, je salue une nouvelle fois les professeurs, les étudiants, les amants de bons livres, bien entendu, qui sont là avec nous. C'est pour votre plaisir et c'est avec plaisir que nous recevons sur cette page l'éminent professeur. Il s'agit bien de Jean Gardy, estimé, donc c'est doctorant à l'Université Paris 8 qui vous apporte la science entre les mains. Donc vous avez la science, la méthodologie entre les mains. Le professeur estimé, bonsoir, merci pour l'accueil, merci pour ce livre, merci pour tout quand même. C'est vrai de vous remercier. Je dis merci à toute l'équipe logistique qui a organisé cette merveille, bien sûr. Bon, je dis aussi merci à l'Institut de la rhétorique. Oui, la rhétorique. Voilà, c'est bon. Je dis bienvenue à tous ceux et celles qui sont sur la page, bien sûr, qui nous suivent là en ce moment. Je leur souhaite bienvenue. Alors, je voudrais dire à ceux qui nous suivent maintenant sur la page de la rhétorique, c'est un petit avant-goût. Oui, un avant-goût. Oui, c'est un avant-goût. Et professeur, rapidement, nous savons très bien que, comme professeur, en quoi ce nouveau manuel de méthodologie va être utile aux étudiants avant de réponse, sachez très bien que les étudiants félicitent grandement le document quant à son fond, que sa forme, bien entendu. Vous êtes plus que professeur, vous êtes amis et on apprécie grandement ce document, mais en fait, je reprends la question d'une nouvelle manière, quelle est l'utilité de ce manuel de méthodologie envers les étudiants? Je dois vous dire que le livre est fait, utilement très utilisé. Le lendemain intellectuel, il parlait à l'université haïtienne, parce qu'à l'université haïtienne, le lendemain intellectuel, il parlait très fait. D'accord. Ok. Je vais apporter les fiches. Oui, c'est ça. Oui, je reprends. Je viens de dire que le livre, lequel j'ai fait pour être utile, même très utile aux étudiants. Je savais peut-être mieux que moi-même que le lendemain académique, le lendemain intellectuel est actuellement à l'université très faible. Vous savez quoi? Les conditions de travail de plus en plus difficiles, le manque d'outils méthodologiques de qualité, manque persistant bien sûr, d'outils méthodologiques de qualité, et actuellement la crise sanitaire mondiale constitue malheureusement autant de sources d'attention susceptibles de nous accabler intellectuellement. Voilà pourquoi le choix de bons documents nous paraît meilleur. Et cela a été déjà votre préoccupation. Voilà, meilleur. Pour faire quoi? Meilleur pour faciliter la diversité d'esprit et l'attention en ce qui concerne le travail intellectuel et universitaire. Et le guide pratique d'organisation du travail, tu en as? Oui, guide pratique, s'il vous plaît. Oui, ça va. S'il vous plaît. Et le guide pratique d'organisation du travail intellectuel a 10 fois davantage sa qualité, bien sûr. Vous voyez? Oui. Sa qualité bénéfique pour apprendre, comprendre et faciliter la transition en douceur dans l'application dogmatique. J'en avais parlé, bien sûr, lors de notre première interview et entrevue. Donc, il y a une transition qui va se faire. C'est guide pratique, s'inscrit dans ce cadre-là, de permettre la transition en douceur entre l'application dogmatique de ce qu'on fait actuellement, ça ne manque pas, et d'autres attitudes, bien sûr, plus vivantes de l'esprit humain, de notre quotidien intellectuel. Donc, voilà donc ce qui peut être, un peu le mot, l'utilité de ce livre dans la vie intellectuelle de l'étudiant. Il y a justement un grand débat contemporain aujourd'hui, débat auquel vous participez. Est-ce que je peux me permettre de croire que votre participation à ce débat, est-ce que je peux vous voir comme un militant intellectuel dans ce cas? Donc, peut-être le terme paraît un peu compliqué, d'autres scientifiques, mais quand je dis militant intellectuel, puisque votre intérêt, vous travaillez comme quelqu'un qui participe dans ce débat intellectuel, à savoir de la méthode et l'émancipation intellectuelle. Vous, c'est un débat qui vous concerne, si vous voulez bien me donner là-dessus, ok. Mais ce qui nous intéresse à ceux qui nous suivent maintenant sur cette page, je rappelle à ceux qui sont avec nous que je reçois l'éminent professeur de philosophie et de méthodologie au sein du campus Roi Henri-Christophe. Il est doctorant à l'université Paris 8 et en fait, il est auteur de ce manuel très pratique, et vous avez déjà lu sur ce que disaient les étudiants, donc auteur de ce manuel, c'est une pratique d'organisation du travail intellectuel. Nous le recevons ici pour votre plaisir. Professeur, votre document contient 3 parties. Je le dis pour ceux qui nous suivent. Première partie, méthodologie de la recherche documentaire. Deuxième partie, lire, prendre des notes et exposer efficacement. Et en fait, comment rédiger efficacement. Donc 3 parties, mais c'est 3 parties exclusivement
volumineuse, intéressante, importante pour ceux qui nous suivent. Professeur, rapidement, et nous présentons ce nouveau manuel comme chemin élémentaire. Vous mentionnez autonomie intellectuelle. Ce qui m'intéresse à travers cette question, c'est existe-t-elle vraiment? Mais je parle de l'autonomie intellectuelle parce que... Conduire l'étudiant à l'autonomie intellectuelle constitue l'enjeu majeur dans la construction même de l'étudiant. Conduire l'apprenant à l'autonomie intellectuelle constitue l'enjeu majeur d'un avenir meilleur, si vous voulez. Parce que, pour faire conduire ou rendre l'apprenant autonome, comme vous venez de dire, c'est d'abord le révéler à lui-même. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'autonomie, ou si vous voulez, l'autonomisation, c'est processus de rendre autonome. Donc, l'autonomisation intellectuelle existe bel et bien. Existe, mais cela nécessite quoi? Cela nécessite de l'attention, du temps, bien sûr, de l'amour, même de la passion. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, rendre une personne autonome, c'est l'émanciper, c'est lui donner l'occasion de se connaître. C'est lui donner l'occasion de se révéler. C'est rendre un individu autonome, c'est le révéler à lui-même, c'est-à-dire le sauver. Le sauver en arrachant aux autres, le sauver en essayant de lui rendre à lui-même. Vous voyez, on ne s'appartient pas. L'environnement est autre. Eh bien, essayer de rendre une personne autonome, c'est essayer de l'émanciper. Oui, non, allez, continuez, oui. Parce que vous voyez, ça c'est purement philosophique. C'est purement philosophique. Il faut me laisser réfléchir. Parce que vos questions sont de profondeur. Il faut essayer de réfléchir pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quelque chose? J'allais dire justement, lorsque vous parlez de l'autonomisation intellectuelle, je me suis demandé s'il existe vraiment de l'autonomisation intellectuelle. Si on peut être intellectuellement autonome, oui, si on peut être intellectuellement autonome, ou est-ce que vous voulez dire dans ce cas que la science est en soi? L'autonomie intellectuelle est possible. Mais cela demande du temps, de l'attention, de la patience, des sacrifices, bien sûr. Vous voyez? Parce que je viens de définir l'autonomie intellectuelle là. C'est émancipation. Émanciper une personne, c'est la délivrer, bien sûr. C'est l'arracher aux autres. En la rendant à elle-même. Vous voyez? Eh bien, l'université doit être cet espace d'engagement, doit être cet espace d'émancipation, où l'on doit trouver l'occasion de découvrir, parce qu'en nous, il y a des forces cachées. En nous, il y a des forces inconnues. Eh bien, l'université doit être cet espace d'émancipation, je veux dire. C'est de nous permettre d'avoir l'occasion de révéler ses forces, de découvrir son génie, de découvrir ses capacités véritablement, afin de jouer notre rôle, afin de jouer pleinement notre rôle, au-delà même de toute table d'endoctrinement. Endoctriner, c'est verser, sans donner la chance à la personne de s'épanouir, comme on fait dans certaines universités. Or, on sait que, vous savez peut-être mieux que moi-même, que tout est endoctriné de toutes choses, que n'est bon libre, que n'est limité, que n'est immature intellectuellement et même dépendant socialement. Donc l'université doit prendre la direction inverse pour permettre à l'étudiant. Donc l'autonomie intellectuelle existe et est possible. Mais cela nécessite, c'est ma réponse, cela nécessite beaucoup d'efforts de la part, notamment des professeurs, qui doivent se considérer comme émancipateurs d'abord, comme collaborateurs d'abord, comme encadreurs d'abord, pas comme des maîtres. Ok, voilà, là vous êtes contre quand même maître. Écoutez, merci à ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous en direct sur cette page pour question de suivre avec nous ceux qui nous écoutent de partout en direct sur cette page. Je reçois pour votre plaisir, pour le plaisir de tous les professeurs, tous les étudiants, tous les amis, tous les amants de bons livres. Donc sur cette page, le professeur Jean Dardy, estimé, il est éminent professeur de philosophie et de mythologie. Doctorant à l'université Paris 8. Professeur, si vous me permettez une petite question sur la réponse que vous avez donnée concernant la deuxième question, c'est vraiment de l'autonomisation intellectuelle. Vous allez répondre. Oui, donc je vais justement, il y a quelque chose qui me passe à l'idée. Donc je pense que on posera aussi cette question à vous. Et vous êtes contre, à partir de ce document, vous êtes contre l'endoctrinement. Voilà. Donc c'est le livre. Vous voyez, non, je donne la méthode. Je suis au recherche de méthodologie et encore je suis contre la méthode. Vous voyez, c'est contre ça. C'est... Vous êtes contre toute méthode qui ne libère pas l'individu, qui ne libère pas, qui n'émancipe pas. C'est ça dans le livre.
de faire connaître ce qu'il en est de la science, ce qu'il en est de la connaissance, ce qu'il en est de la méthode. La véritable méthode, la Pour véritable science ensuite libère. les mettre au crible de l'esprit critique. C'est ce que dit, par exemple, la conclusion. Vous l'avez Oui, lu. Et ça, c'est à féliciter. Voilà, professeur, dernière question pour vous, pour ceux qui nous écoutent. C'est concernant l'idée profonde de l'ouvrage. Cela nous intéresse beaucoup. Quelle est donc l'idée profonde de l'ouvrage? Puisque pour ceux qui nous écoutent, nous venons parler sur l'utilité du guide de pratique d'organisation du travail intellectuel. Le professeur vous l'a bien présenté. Et en fait, nous avions parlé sur l'existence de l'autonomie intellectuelle. Le professeur nous dit oui, l'autonomie intellectuelle est possible. Et voilà dans quelles conditions. Il a cité patience, il a cité persévérance. Donc le tas de principes, de conditions pour atteindre donc, cette autonomisation intellectuelle. Alors je voudrais comprendre à travers sa réponse sur cette question que la science est en soi. Donc la science est en moi, la science est en vous, la science est en nous. La force est en oui, voilà. Donc vous avez besoin d'une bonne méthode, de bon guide, bien sûr. De l'émancipation. De bon guide. De l'émancipation. De l'émancipation, de la décolonisation. Voilà. En fait, émancipation, décolonisation, pour atteindre ce niveau scientifique qui est autonomisation intellectuelle. Professeur, en fait, parlez-nous un peu sur l'idée profonde de l'ouvrage, ce manuel très intéressant. Vous dire que le livre essaie de tout reprendre à la base. Vous l'avez lu, vous constatez que le livre essaie de faire connaître la science. Le livre essaie de tout reprendre à la base pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre la science, pour permettre aux utilisateurs de se familiariser avec ces canons classiques. Eh bien, ces canons classiques accordent quoi? Accordent une priorité reconnue à des règles. Eh bien, on essaie dans le livre de revoir ces canons pour entraîner l'utilisateur. Mais il faut dire que le livre s'adresse, parce que vous allez voir, le livre s'adresse à des étudiants débutants, à des apprentis chercheurs à qui ces canons basiques pourraient paraître utiles quand même. Voilà pourquoi on essaie de revoir cette base. Pour faire quoi? Pour essayer de les placer au crible de l'esprit critique. Voilà pourquoi on peut dire, si vous voulez, que le livre se veut, si vous voulez, une patination inédite, se basant sur des approches nouvelles, dans l'objectif de s'intégrer au débat, comme vous pouvez le dire, le débat contemporain prônant la décolonisation. Il y a un débat contemporain. Voilà. Cette question de décolonisation. Cela n'a pas de sens que la science aille dans une seule direction. C'est d'attendre. Eh bien, le livre essaie de tout reprendre à la base pour ensuite voir comment s'installer dans ce débat contemporain sur la méthode, sur la connaissance prônant la décolonisation de la connaissance et l'émancipation du savoir. Voilà pourquoi l'on cherche dans le document à tout reprendre. Voilà pourquoi l'on cherche à se familiariser. Voilà pourquoi on cherche à maîtriser ces canaux habituels pour ensuite essayer de les placer, essayer de les redynamiser, pour ensuite essayer de les transformer. Parce que vous savez peut-être mieux que moi-même que plus on connaît un domaine, mieux on pourrait le transformer. Voilà un peu le contenu du document. C'est un livre qui est fait pour tous les travailleurs intellectuels parce que quel que soit le domaine, vous aurez besoin d'une forme pour produire, vous aurez besoin d'une méthode pour présenter, vous aurez besoin d'un cadre. Voilà pourquoi le livre s'offre